Bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous de nouveau. Je me présente, Estelle Trine, psychiatre travaillant au CREPSI de Hauts-de-France, et avec Marine Merlevet, assistante sociale, et Cyril Grosjean, documentaliste et chargée de communication de la même structure, nous allons assurer de notre mieux la logistique du webinaire de cet après-midi. Avant de commencer, quelques informations sur le déroulement du webinaire. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été déposées lors des inscriptions de certains d'entre vous. Il est possible que le contenu de l'intervention réponde à une partie de celle-ci. Néanmoins, vous avez la possibilité d'utiliser Q et R, questions et réponses, en bas de votre écran, afin de poser les questions que vous souhaitez. Et l'onglet discussion vous permet d'échanger avec tous les participants. Le webinaire sera enregistré et mis ultérieurement sur le site du CREPSI, mais aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., ce qui vous permettra de le visionner ou de le revoir si vous n'avez pas pu y assister ou seulement de manière partielle. Donc tout d'abord, au nom de toute l'équipe du CREPSI, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre intérêt pour les différentes actions menées par le CREPSI, dont le webinaire de ce jour, intitulé « Handicap psychique et médecin généraliste, comment mieux se comprendre ?» organisé dans le cadre des journées de la schizophrénie 2021 sur le thème de se rétablir, c'est quoi ce délire? Nous remercions ainsi M. Éric Schaeffer, usager, et le Dr Jean-Paul Cornebis de l'Union régionale de professionnels de santé médecine libérale des Hauts-de-France, qui nous proposent de partager leur expérience en tant qu'usagers d'un côté et médecins généralistes de l'autre, autour de la notion du handicap psychique, en vue d'une meilleure prise de considération, améliorant le dialogue et la prise en soin qui en découle. La parole est à vous, messieurs. Bonjour à tous et à tous. Dans un premier temps, je voudrais remercier le CREPSI Hauts-de-France et le Dr Cornelis qui ont permis la possibilité de ce webinaire. Pour me présenter, je dirais que je m'appelle Eric, un usager des soins en psychiatrie depuis de nombreuses années. Je suis aujourd'hui rétabli d'une sévère maladie psychique et essaye de m'investir dans des actions comme celles qui me mènent devant vous aujourd'hui, c'est-à-dire la sensibilisation des médecins généralistes au handicap psychique. Je ne vais pas décrire mon parcours en détail comme je fais quelquefois pour témoigner de mon vécu. Je dirais qu'après une fin d'adolescence relativement heureuse, je suis passé d'un état de jeune étudiant plein d'ambition à celui de malade psychique. Pourquoi? Je ne sais pas, et je ne saurais pas peut-être jamais. Pas de toxique, mais un mal-être de plus en plus présent dans le quotidien, puis des moqueries, jusqu'au jour où j'ai réalisé que tout cela n'était pas réel, ou plutôt pas réel pour les autres. En effet, j'hallucinais, et cela a duré des années. Au début, c'était supportable, puis à la fin, ingérable. Mon état s'est dégradé en quelques années, et personne ne l'a vu, personne n'a compris. Jusqu'au jour où, complètement épuisé par les hallucinations quasi permanentes, un ami m'a expliqué la possibilité d'entendre des voix. Entre soulagement et effroi, à bout de force, j'ai consulté mon médecin de famille, qui m'a posé le fameux diagnostic de la schizophrénie. Le mot était tombé. Puis les premiers neuroleptiques. Complètement assommé, j'ai essayé de finir mes études. Sans être diplômé à la fin, je n'arrivais plus à apprendre, il faut le reconnaître. Puis une rechute, à cause de ma négligence sur la prise de mes médicaments. Cette rechute m'a permis de comprendre que je ne serais jamais guéri de ma schizophrénie et que je souffrirais d'un handicap invisible dont on ne parlait qu'à demi-mot, le handicap psychique. La définition du handicap psychique est la même que pour le handicap moteur. Un handicap, pour moi, est une incapacité à évoluer dans un environnement courant ou non adapté. Une balade dans la rue est parfois impossible, ainsi que faire des courses en liste ou pouvoir planifier une journée. Le problème majeur des handicaps psychiques est qu'ils ne se voient pas, et donc par ce fait n'est pas forcément compris. Ils peuvent être pris comme une justification d'un manque de volonté. Il ne sort pas, ne se lave pas, il est fainéant, c'est les termes qu'on entend souvent. Les paroles sont inaudibles, donc on va essayer de faire mieux. Allez-y. Alors, le problème majeur des handicaps psychiques est qu'ils ne se voient pas. Est-ce que ça va mieux pour vous, pour nous entendre? Non, très bien. A priori, tout le monde nous entend. Bon, merci beaucoup. Le problème majeur du handicap psychique est qu'ils ne se voient pas. Donc, par ce fait, ne sont pas compris. Ils peuvent être pris comme une justification
d'un manque de volonté. Il ne sort pas, il ne se lave pas, il est fainéant. Ce sont des termes qu'on entend souvent venant aussi des proches. Ces aspects montrent avant tout qu'il y a un manque d'information et d'explication. Pour en revenir au sujet du jour, la sensibilisation des médecins généralistes au handicap psychique me paraît alors essentielle. Les médecins ayant aussi un rôle en matière de pédagogie, non seulement pour les patients, mais aussi pour leurs proches. Dans de nombreux cas, le médecin voit son patient tous les mois pour renouveler son ordonnance. Ne serait-ce pas un moment opportun pour faire le point sur son handicap, sur le handicap psychique, noter les progrès et les régressions de la période écoulée? Ce temps serait aussi un temps de conseil, d'orientation des soins, comme par exemple l'orientation vers un neuropsychologue pour faire le bilan. Il me paraît essentiel alors, pour cela, que le médecin généraliste soit sensibilisé, voire même formé au handicap psychique. Docteur Cornebis, je vous laisse vous présenter. Merci, merci d'abord de m'avoir invité. Moi, je suis généraliste depuis 36 ans, donc j'ai vu beaucoup de monde passer comme les collègues dans mon cabinet. Et c'est vrai que ma génération, et je crois d'ailleurs celle qui est actuellement en cours de formation, a très très peu de temps de formation à la psychiatrie. Et au handicap en général, d'ailleurs, on n'est pas vraiment formé. Donc, on a un peu la formation qu'on s'auto-prescrit, la formation avec ses propres difficultés, ses propres amis, les propres parents, la famille qu'on peut voir. Mais enfin, ce n'est pas de la formation professionnelle. Donc, effectivement, vous touchez un point très sensible, qui est celui de la formation des médecins généralistes au handicap psychique. Surtout qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits ces dernières années, avec notamment la réhabilitation psychosociale dont vous allez certainement parler. Donc voilà, ce que j'allais dire, c'est en guise d'introduction, parce que je crois que vous allez revenir sur ces différentes phases dans la suite de l'exposé. Donc en préambule, je voudrais évoquer ma relation avec mon médecin généraliste. J'ai eu la chance de n'être suivi que par 2 médecins généralistes. Ce suivi à long terme permet une confiance totale et un suivi continu capital pour moi. Je noterai également que je qualifierais mon médecin comme un médecin de famille. En effet, il prend en charge également mes parents les plus proches. Bien qu'il y ait le secret médical, même en famille, j'ai la certitude que mes parents seront alertés en cas de forte décompensation. Nous pourrons en parler tout à l'heure, docteur. Le suivi à long terme et le fait que mon médecin me connaisse bien est un plus non négligeable. Un changement de personnalité est souvent le début d'une période de rechute. Je sais que mon médecin généraliste détectera un moment d'exaltation ou de dépression dû à la schizophrénie. Il y a aussi un rôle d'alerte importante. Et je lui fais pleinement confiance sur ce point. Le problème majeur de la maladie psychique est l'insight, la conscience de ses propres troubles. Je ne verrai peut-être pas venir une nouvelle décompensation moi-même. D'où l'importance que mes soignants, quels qu'ils soient, connaissent ma personnalité en temps normal. En consultation, je sais aussi que tous les facteurs de ma santé pourront être pris en compte. Les neuroleptiques et les antidépresseurs ont des conséquences en termes de santé somatique, physique. Par exemple, le diabète. Avoir une surveillance médicale est nécessaire afin de ne pas aggraver la situation avec d'autres facteurs de comorbidité. Cependant, et malgré tout cela, le sujet de mon handicap est peu souvent énoncé. Cela n'est pas de la responsabilité de mon médecin, je ne veux pas le mettre en tort. Le simple fait qu'il me dise que je souffre d'une schizophrénie stabilisée ne me permet pas de lui expliquer mes empêchements au quotidien. Le handicap est différent de la maladie. Une schizophrénie ne fait pas de moi une personne. Une schizophrénie stabilisée ne fait pas de moi une personne valide pour autant. Docteur, quelles sont vos relations avec vos patients qui ont une maladie psychique? Alors, il y a plusieurs cas de figure que vous évoquez. Il y a le cas de figure où effectivement on est le médecin de famille, ce qui est de plus en plus rare, surtout dans des grandes villes comme Lille, où on a souvent des patients qui arrivent soit pour faire des études et qui font des épisodes de décompensation, et on les verra au cours de cet épisode. On rencontrera la famille uniquement par téléphone, on ne les connaît pas. Et c'est beaucoup plus compliqué que quand on connaît effectivement la famille, quand on connaît même on va dire l'usager depuis qu'il est petit. Et on a pu voir éventuellement ces changements. Donc, dans votre cas, c'est effectivement l'idéal, parce que si on soigne la famille, il peut y avoir effectivement un lien. Vous avez évoqué la question du secret médical qui reste très, très importante. On est tenu par le secret médical, schizophrénie ou pas, on ne peut pas déroger à ce secret médical.
même si parfois on aurait bien envie de prendre son téléphone et appeler quelqu'un de la famille, mais il faut vraiment respecter et s'entourer de toutes les précautions, comme on le ferait avec n'importe quel patient. Et c'est là toute la difficulté, c'est de traiter le patient comme un autre patient, c'est-à-dire en tenant compte de sa vulnérabilité. Donc en disant finalement, c'est pour ça que j'aime bien cette notion de rétablissement, parce qu'elle ne fait pas finalement la différence entre une maladie psychique et puis une maladie physique. On est vraiment dans une espèce d'attitude qui doit être une posture d'aide à la prise en charge. J'insiste sur l'aide à la prise en charge parce que pour moi, ce n'est pas prendre en charge les gens. On ne peut pas prendre en charge comme on le laissait croire du temps d'une médecine paternaliste. On est là pour aider, pour donner les moyens. Ce que vous demandez d'ailleurs, hein, c'est donner des moyens à une personne qui souffre d'un handicap de compenser ce handicap et de pouvoir s'insérer normalement dans la vie. Donc, dans le cas de figure où il y a effectivement une famille derrière, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut compter sur des aidants, sur des proches. Quand il y a vraiment quelqu'un qui est seul, je prends l'exemple de beaucoup d'étudiants qui viennent à Lille, qui sont seuls, qui ne sont pas toujours dans des conditions optimales pour travailler, c'est plus compliqué. Et souvent, dans ces cas-là, le passage par l'hôpital est obligatoire. Et du coup, là, pendant le temps de l'hospitalisation, on perd ses patients. Voilà ce que je peux dire à ce moment de l'exposé. Merci. Donc, je vais vous parler de en quoi une pathologie maîtrisée ne signifie pas qu'elle n'a pas de conséquences sur le quotidien. Alors, qu'est-ce qu'une maladie maîtrisée? Je dirais que cela passe par une pleine conscience de son trouble. Avoir, par exemple, des hallucinations et savoir qu'on hallucine. La maîtrise de la maladie n'est pas une guérison. Il peut rester des symptômes résiduels invalidants. Il s'agit alors d'un combat pour rester dans une réalité que j'appellerais partagée. Les symptômes résiduels sont des souffrances qui se distillent dans le quotidien. Dire qu'une maladie est stabilisée ne prend pas en compte tous ces moments de doute qui nous perturbent, nous schizophrènes, sur le monde qui nous entoure. Cette perception du monde différente de celle d'une personne dite saine psychiquement est souvent due à des symptômes qu'on appelle positifs de la schizophrénie. Hallucinations, idées délirantes sont les effets les plus visibles d'une psychose. Qui n'a jamais vu un homme ou une femme hurler dans la rue sans raison apparente? Mais la schizophrénie est encore plus invalidante pour ses symptômes dits négatifs. Ils sont méconnus d'une grande partie des malades et aussi des soignants. Nous touchons ici à une des parties les plus invalidantes de la maladie psychique. Il s'agit de troubles comme l'pragmatisme. Sous son effet, il est presque impossible de réaliser une tâche, quelle qu'elle soit. Il n'y a plus d'influx. La volonté ne suffit plus pour faire une action. Il m'est arrivé plus d'une fois dans mon parcours de rester des journées entières sans rien faire. Cela provoque l'incompréhension de nos proches et notre culpabilité à nous, les patients. Il va de même pour l'incurie, l'incapacité de prendre soin de soi. Je rappelle, une personne sans hygiène n'est pas négligente, mais c'est surtout une personne qui n'a plus la force ou la capacité de se laver. Puis il y a d'autres handicaps aux maladies psychiques qui proviennent de leur impact sur les fonctions cognitives. Pour rappel, les fonctions cognitives sont divisées en deux groupes. Les froides, qui regroupent les facultés d'organisation, de mémoire et de réflexion, et les chaudes, les capacités interpersonnelles, comme la lecture des émotions de l'autre. Autant dire que nous utilisons toutes ces fonctions toute la journée, sans même y penser. Il est facile d'imaginer ce que provoquent des fonctions cognitives froides en difficulté au niveau du quotidien. Impossible de suivre un film, impossible de lire un livre sans mémoire, ou encore faire ses courses sans un minimum d'organisation. Les moins connues sont aussi invalidantes, sont les fonctions cognitives chaudes, dites sociales. Ne pas savoir, par exemple, lire l'expression sur le visage de son interlocuteur est réellement handicapant. Cela induit que nous n'avons pas accès à sa réalité et à ses émotions. Il y a un autre point sur le handicap psychique, souvent tabou. Il est souvent tabou d'en parler. Ce sont les traitements médicamenteux des maladies psychiques. Ils sont aussi source d'un handicap et l'on ne peut pas les éviter faute de mieux. Par exemple, les neuroleptiques sont source d'une énergie comptée et limitée. Il va de soi que ces médicaments apaisent celui qui les prend, mais ça provoque une fatigue que je qualifierais de chronique. À noter l'émoussement émotionnel dû à la prise de ces traitements qui peut ne pas paraître handicapant, qui protège de la souffrance, certes, mais qui nous empêche d'être pleinement épanouis quand un événement heureux nous arrive. Puis, comment ne pas parler des neuroleptiques sans parler de la sensation de faim terrible qu'ils procurent? La prise des premiers neuroleptiques sont souvent à l'origine de fortes prises de poids.
pas 1 ou 2 kilos, mais plutôt de 10 à 20. Puis les anxiolytiques, nécessaires quand les souffrances sont insupportables, mais qui ont un effet de sédation important. On se sent comme du coton, une sensation agréable pour moi. Ce type de médicament ne permet pas de vivre les événements pleinement, qu'ils soient heureux ou tristes. Il vous rend absent de tout et provoque une forte dépendance. Le handicap principal de ce traitement est qu'il ralentit les pensées et la réflexion. Il est normalement prescrit sur des périodes courtes, mais beaucoup de patients l'ont en traitement de long terme. Docteur Konobis, qu'est-ce que pour vous évoque le ou les handicaps psychiques? Alors, vous avez déjà bien décrit les symptômes négatifs. Je rajouterai à la pragmatisme, alors ça va faire un peu technique, mais l'aboulie et l'alogie. Les Anglais d'ailleurs confondent aboulie et, enfin, dans leur terminologie, aboulie et pragmatisme sont confondus, parce que l'intérêt de cette distinction, c'est la notion de volonté. Et il est très, très difficile pour quelqu'un, entre guillemets, normal, de comprendre, de se mettre à la place. C'est les limites de l'empathie quand on n'a même pas la volonté de faire une action. Quand cette action, elle est impossible, non pas parce qu'elle est impossible physiquement, mais parce qu'il n'y a même pas la volonté. Et c'est là où on a souvent l'entourage qui s'énerve, qui va culpabiliser en disant « fais un effort, range ta chambre, lave-toi ». Donc on aura des injonctions. Le médecin d'ailleurs peut s'y mettre aussi. Enfin écoutez, je ne comprends pas, je vous l'ai dit la fois dernière. Et à ces deux symptômes négatifs, il faut ajouter l'alogie. L'alogie, c'est un symptôme qu'on rencontre souvent et qui fait de la grande difficulté de la relation médecin-patient. C'est la difficulté à parler, la difficulté à trouver des mots, à parler vite. Souvent, les gens qui souffrent d'alogie ne disent rien, enfin, ont un langage extrêmement pauvre qui fait que ça se coupe de la conversation et ça va renforcer les troubles dits cognitifs que vous avez bien décrits, notamment dans la métacognition, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle peu, qui ne dit pas grand-chose, on a l'impression qu'il s'en fout, on a l'impression qu'il est impassible, qu'il est ailleurs, hein, donc il s'isole très très vite. Et nous, on travaille beaucoup, puisque je m'occupe avec une équipe à la MGN d'éducation thérapeutique, sur la notion de réseau qu'il faut savoir développer, ne pas rester seul, même si, effectivement, quelque part, la maladie isole. Hein, trouver vraiment des solutions. Mais là, si je peux le faire, c'est parce que j'ai une formation moi-même. Et la plupart des médecins sont très démunis quand ils sont en face d'eux, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui n'exprime rien. Hein, c'est la fameuse expression, donc peu d'expression dans le regard, dans le visage. Il n'y a pas d'acquiescement, il n'y a pas d'élan vital, il y a une perte d'élan vital. Et les médecins non formés peuvent prendre ça comme du jean-foutisme, comme une espèce de ce que vous dites ne m'intéresse pas, écoutez, je suis ailleurs. Et donc se désintéresser de leurs patients. Et s'ils n'ont pas un entourage, si le patient n'a pas un entourage déjà aidant, on va vite avoir une marginalisation de ces patients, qui risquent même de perdre un médecin traitant, qui risquent de se retrouver isolés, ne plus soigner, en fait, ne plus faire régulièrement leur bilan sanguin. Là encore, j'ai vu ce matin un patient qui prend des neuroleptiques, il n'a pas fait de prise de sang depuis 2 ans, et ce n'est pas normal. On sait que c'est important quand même de voir au moins un électrocardiogramme, au moins avoir un bilan somatique. Vous avez dit, la prise de poids est parfois considérable, 30-40 kilos. Pour avoir un diabète, un syndrome métabolique, il y a cette partie-là qu'il faut prendre en compte. Et si le médecin dit, en voyant quelqu'un qui a pris 40 kilos, il faudrait peut-être penser à maigrir. Bah oui, mais ok, mais on voit bien que vous n'avez pas ma maladie. Enfin bon, c'est ce genre de discours. En même temps, titre que les soins dentaires, j'avais une patiente que nous avait raconté en ETP, qu'elle avait été voir elle est schizophrène, elle a été dire à son dentiste, vous savez, je suis schizophrène. Le dentiste lui a dit, j'espère que vous n'allez pas me mordre. Elle a été très vexée parce qu'elle s'est dit, pourquoi? Parce que je suis schizophrène, je vous mordrai quelque part. Mais c'est des réactions instinctives. Et c'est encore une fois une forme de formation qu'on n'a pas, parce on travaille beaucoup à l'empathie, hein, avec la sympathie, l'empathie. Hein. Les médecins sont assez froids, mais on essaie quand même de cultiver. Mais l'empathie a des limites. On ne peut pas savoir quelque part ce que vous ressentez si vous ne le dites pas. C'est pour ça qu'il faut déjà un gros travail de ce que vous avez vous fait, ce qui vous permet de témoigner, justement, ce qui est très important que vous puissiez témoigner, pour que nous, on se rende compte de nos limites au niveau de la compréhension des représentations qu'on peut avoir du handicap psychique.
Et autant c'est facile d'être empathique avec quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, avec un bras qui ne marche pas, etc. Autant le handicap psychique, comme il est par essence invisible, la compréhension par l'autre est beaucoup plus complexe. Donc, merci d'en parler, et, comme vous le faites, en plus avec les mots justes que vous utilisez. Je vais parler du diagnostic. Alors, le médecin généraliste est souvent à l'origine de l'initiative de la consultation d'un psychiatre. Cette étape de soins importante devrait être le plus rapide possible. Il faut pour cela qu'il soit sensibilisé aux signes des pathologies psychiques. Pourquoi? Les réponses sont multiples. En premier lieu, je dirais que plus on attend, plus les symptômes s'aggravent et plus on met de temps à récupérer. Je ne veux pas accuser mon médecin de famille, mais la détection de ma schizophrénie et son diagnostic ont été trop longs. Le conseil d'aller consulter un psychiatre se fait malheureusement très tard, avec des situations très graves. Personnellement, j'étais à bout de force et ne savais pas vers qui demander de l'aide. Des années de souffrance auraient pu être évitées. Ces années qui laissent une forte trace dans mon histoire personnelle et celle de ma famille. En effet, les comportements de l'époque que je qualifierais d'anormaux me laissent des souvenirs que je dirais traumatiques. Encore aujourd'hui, et après de nombreuses années de stabilisation, des souvenirs me reviennent, celles de m'écraser des mégots de cigarettes sur les bras, ou de m'écorcher les doigts jusqu'au sang en les grattant. Sur le moment, en pleine décompensation, cela ne me semblait pas important. Mais après, on se rend compte que la violence de nos actes envers nous est incroyable. Ces violences qui peuvent être aussi tournées vers les autres. Une prise en charge rapide éviterait et limiterait ces actes, ces souvenirs douloureux, ces traumatismes qui touchent à la fois les patients et leurs proches. Puis il y a les comportements à risque dus aux maladies psychiques. Il faut prendre en compte les souffrances sont souvent tues, mais en revanche sont bien réelles. Je ne veux pas excuser les addictions diverses, mais de nombreux patients en difficulté psychique utilisent la drogue et l'alcool pour se soulager. Une entrée rapide dans soins psychiatriques éviterait ou limiterait sans doute ces comportements à risque dangereux et lourds. Le plus grand danger, parlons-en, est le suicide de la personne concernée. Une détection précoce des troubles psychiques permettrait peut-être d'éviter un peu cela. L'arrivée en soins se fait souvent dans l'urgence, avec des patients à bout de force et potentiellement suicidaires. Alors, quels sont les indices ou les signes précurseurs d'une décompensation psychique? Je dirais que pour les patients suivis à long terme par le médecin généraliste, le premier signe est un changement de personnalité, un mutisme par exemple, ou une certaine exaltation. Je tiens aussi à rappeler que les maladies psychiques, contrairement à l'image qu'on peut s'en faire, peuvent être exaltantes. Ces comportements inhabituels sont aussi la principale alerte. Les propos incohérents. Je concède qu'il est compliqué en voyant une personne tous les mois de savoir si ce qu'il dit est véridique ou si ça tient du délire. C'est pour cela qu'il est important que les médecins généralistes prennent le temps de parler à leurs patients pour voir s'ils sont dans le délire ou la réalité. Je reste conscient en disant cela que le médecin n'a pas le temps en consultation. Il n'a pas de formation de psychologue. Cependant, son rôle de prévention d'une nouvelle décompensation est capital. Il y a d'autres signes comme l'incurie, le manque d'hygiène est très souvent une marque de mal-être psychique. Pour en avoir souffert, je peux vous le dire. Il y a des périodes où c'est impossible de se laver. Est-ce que c'est le rapport au corps qui change? Est-ce le manque d'énergie? Pour ma part, je n'arrivais plus à comprendre que j'étais un être vivant, visible. La chose qui me préoccupait, c'était ma douleur psychique. Docteur Cornobis, comment détectez-vous vos patients qui ont besoin de soins psychiatriques? Alors, c'est une question difficile parce que les patients qu'on voit souvent viennent pour un symptôme qui n'est pas forcément celui de la maladie psychique. Ça peut être une angine, ça peut être... Et vous avez parlé à juste titre de la question du temps. Vous savez que notre temps est compté. Donc, quand on détecte un trouble psychique, soit le médecin est sensibilisé, c'est toute l'histoire de la formation. Et encore faut-il qu'il soit formé, c'est pour ça que j'insistais sur les nouvelles techniques de réhabilitation psychosociale, parce qu'on est dans une vision optimiste de l'évolution de la pathologie. Jusqu'à présent, on disait quelque part, c'était fichu, il n'y a rien à faire, il faut prendre les médicaments. Quand ça n'allait pas, on augmentait les doses de médicaments, ce qui fait que les gens avaient de plus en plus d'effets secondaires.
Donc, on peut être orienté par des difficultés, ce que je disais tout à l'heure, à parler, des difficultés à s'exprimer. Les délires, quand ils sont manifestes, ils sont évidents. Quand un patient me dit qu'il baisse de ton parce qu'il a l'impression que la CIA est en train d'écouter à travers les prises de courant de mon cabinet, c'est manifeste, c'est des symptômes positifs, il n'y a pas de difficulté. Mais quand ce sont des symptômes négatifs, pseudo-dépressifs, il peut toujours y avoir une cause. En plus, au boulot, ça ne va pas, mon patron me harcèle, je ne me sens pas bien, personne ne m'aime. Enfin, c'est pas toujours évident de psychiatriser quelque part les symptômes. Surtout si la personne qu'on a en face de soi est elle-même dans le déni, s'il n'y a pas de reconnaissance. Donc, il y a vraiment une question de temps. Il faut prendre le temps, avoir un minimum de formation et surtout passer la main. C'est-à-dire, c'est vraiment des équipes pluridisciplinaires qui doivent prendre en charge. Vous le disiez, vous le direz tout à l'heure aussi avec les neuropsychologues. Pour ça, il faut encore avoir des ressources, parce qu'on parle dans les Hauts-de-France, il y a des endroits où il n'y a même plus de psychiatres. Les services de psychiatrie sont débordés. Et vous savez que le diagnostic de schizophrénie ne se pose pas en une fois. Il faut du temps. C'est pas parce que quelqu'un entend des voix quelqu'un qui vient de subir un deuil, par exemple, peut entendre encore la personne qu'il aimait lui parler. De la même façon, certaines maladies neurodégénératives peuvent aussi donner ce. Donc il y a toute une série de diagnostics différentiels. L'intoxication au monoxyde de carbone aussi peut donner des troubles du comportement. Enfin, le cannabis, actuellement, on a beaucoup de jeunes qui fument du cannabis, qui peuvent avoir des symptômes proches de la schizophrénie, sans qu'ils soient eux-mêmes schizophrènes. Donc il y a toute cette étape qui prend du temps, et il ne faut pas hésiter pour le médecin traitant à prendre éventuellement le temps de 2 consultations, mais dans un deuxième temps. C'est-à-dire que sinon, c'est bloquer les gens qui sont dans la salle d'attente. Vous savez qu'avec la Covid, on ne peut plus se permettre d'avoir des salles d'attente bondées. Il faut aller encore relativement plus vite. Donc, quelque part, il faut avoir déjà la notion qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme on dirait, qui ne tourne pas rond. Et puis, soit passer la main, si on peut, avec un collègue psychiatre en disant ça ne va pas, et s'assurer que le patient y accède rapidement. Ou alors adresser un CMP, ou alors revoir la patiente, puis soi-même, puis se refaire le point 15 jours, éventuellement après, en voyant s'il n'y a pas eu, si le discours a changé. Donc, un faisceau d'indices, mais qui renvoie quand même à une formation, ne serait-ce que ce que vous évoquez tout à l'heure, syndrome positif, syndrome négatif, beaucoup de médecins généralistes ne savent pas à quoi ça correspond. Et vous avez raison de dire que le symptôme positif, ce n'est pas du bien, ce n'est pas des trucs joyeux. C'est-à-dire, c'est un peu le côté bizarre de ce mot, parce qu'on va dire j'ai des symptômes positifs, yes, super, c'est génial. Alors qu'en fait, vous pouvez en parler mieux que moi. Voilà, donc c'est une question difficile. La question, là, j'étais même surpris qu'on vous l'annonce, votre médecin traitant vous l'annonce comme ça rapidement, parce que souvent, moi, je m'entoure de précautions, et souvent, il faut du temps. Qui peut d'ailleurs être nuisible aussi, parce que pour la demande d'ALD, vous savez que si on fait une demande d'ALD qui permettrait aux patients de ne plus payer les soins, enfin de ne plus avoir prise en charge ces soins, cette notion de temps peut être un frein pour l'accès aux soins. On en parlera peut-être tout à l'heure. Je vais parler des besoins et de mes attentes en termes de suivi par mon médecin généraliste. Alors, quels sont mes besoins et mes attentes en termes de suivi? Mon médecin généraliste aurait un rôle idéal de pivot de mes soins. Il devrait être, dans mon idéal, toujours le coordinateur de mes soins psychiatriques et somatiques. Qui d'autre que lui sait le mieux la totalité de mes problèmes de santé. Être généraliste signifie qu'on peut tout comprendre normalement, même si on n'est pas spécialiste. J'ai conscience de mon exigence, mais il y a peut-être un manque de formation des médecins généralistes, d'où l'événement d'aujourd'hui. Cette sensibilisation de mon médecin de ville serait capitale pour moi, car je voudrais lui parler plus librement de mes empêchements qui me gênent au quotidien. Il serait à ce moment-là une source de conseils sur mon handicap et aussi sur mes symptômes résiduels. Il pourrait m'orienter mes soins, par exemple en me proposant des bilans neuropsychologiques, des soins comme la remédiation cognitive ou l'éducation thérapeutique du patient. Il va de soi qu'il pourrait être aussi le garant de l'observance capitale de mes traitements, neuroleptiques ou antidépresseurs. Une parole libre sur les effets secondaires de mes médicaments pourrait m'aider fortement à son acceptation.
Pour rappel, faute de mieux, les neuroleptiques, par exemple, ont des effets sur la libido, la prise de poids, etc. Il existe parfois des solutions simples pour y remédier avec un appui médical. Les effets secondaires sont aussi source de handicap, sédation, émoussement émotionnel, fatigue chronique. Pour vous, quels seraient vos besoins pour répondre à ceux de vos patients en termes de handicap psychique? Là, vous évoquez la partie difficile du traitement parce qu'on n'a pas de compétences spécifiques dans l'usage notamment des neuroleptiques. Le psychiatre est quand même plus formé que nous. Donc, si on peut compter sur une équipe de psychiatrie qui prend en charge, là, c'est le travail idéal. Parce qu'on peut échanger. Si on a des courriers, encore beaucoup de psychiatres ne font pas de courrier. Mais Estelle m'a dit que ça a changé. C'est l'ancienne génération, ça allait changer. Donc, je pense que c'est très important, les courriers. Pour éviter notamment que le médecin rajoute par exemple, des médicaments qui pourraient les somnifères en disant bah, « j'arrive pas à dormir ». C'est vrai que même la collaboration avec le pharmacien est aussi utile. Parce que les pharmaciens sont aussi à même de voir si la personne prend des traitements. Ce qui rend compliqué, encore une fois, c'est le secret médical, parce qu'on est tenu par le secret médical. Des fois, on aurait envie même de téléphoner au médecin du travail, mais on est tenu par le secret médical. On ne veut pas dire au médecin du travail. Parce que le travail aussi, ça serait bien qu'il y ait des postes aménagés. Il y a des managers qui ne se rendent pas compte qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a une souffrance, qui peut être très, très performant par ailleurs, mais qu'en le harcelant, en lui disant écoute, arrête, fais ça, fais ci, ça va le bloquer encore plus. D'ailleurs, à titre, si les gens s'intéressent, ceux qui nous écoutent, il y a un très bon roman qui est un roman d'Herman Melville, Bartleby, qui est un peu l'expression littéraire de ce que c'est qu'un trouble psychique. C'était repris un peu politiquement après. C'est un roman formidable qui montre le fait de quelqu'un qui décide à un moment donné, alors qu'il est simple employé, de dire non. Il dit non à tout. Et je parlais tout à l'heure de la boulie avec des gens qui vont se laisser mourir de faim, incapables de manger. Ils vont avoir de la nourriture, ils seront incapables de... Donc, on a des patients, on va dire, mange. Non, ils auront envie, ils ne pourront pas. Enfin, c'est plus fort qu'eux, une espèce de... Donc, pour approcher un peu ces maladies, la littérature peut aussi aider par rapport à des grands textes. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de troubles schizophréniques, qui ont écrit, et ça peut être intéressant, en plus du côté purement médical, de voir cette dimension humaine qui fait la complexité et la richesse de l'humanité. Et en même temps, sans prôner, comme certains l'ont dire, c'est génial, c'est une maladie géniale, parce qu'on est les rois, enfin, comme on peut le voir avec les troubles bipolaires, dans la bipolarité. Mais au niveau des traitements, le médecin sera, quand vous parlerez, il faut vraiment que les patients parlent au bon interlocuteur. Parce que parler du traitement, des effets secondaires du traitement au généraliste, s'il arrête, par exemple, eh ben, ça ne va peut-être pas rendre service, ça va énerver le psychiatre. Comment ça se fait que votre généraliste vous a arrêté votre traitement? Et le généraliste l'aura fait en bonne intention, parce qu'il aura dit mon patient ne supporte pas. Ça n'a rien à voir, mais au niveau cardiaque, l'insuffisance cardiaque nécessite un traitement bêta-bloquant très lourd pour s'en sortir, qui a énormément d'effets secondaires. Parler de la libido, de ça. Mais si on veut guérir l'insuffisance cardiaque, il faut supporter ce traitement. Si le généraliste écoute son patient qui dit écoutez, je ne supporte plus le traitement de cardio, est-ce que je peux diminuer mes doses? Oui, allez-y, etc. Ben, on ne va pas guérir l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est là où le problème encore de déformation de la compétence et de chacun doit vraiment faire la partie dans laquelle il a été formé. Et puis, la confiance. On va parler peut-être de l'alliance thérapeutique tout à l'heure, mais c'est important que l'usager ait confiance dans son psychiatre. Et à ce moment-là, le médecin généraliste n'est pas c'est un chef d'orchestre, mais il y a un orchestre derrière. C'est pas lui qui fait tous les instruments. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est difficile, vous avez des questions difficiles. On va parler de stigmatisation maintenant. Donc, les maladies telles que la schizophrénie sont stigmatisantes. En effet, la répercussion des croyances sur les pathologies psychiques ont des conséquences jusque dans les suivis médicaux. Un schizophrène n'est pas dangereux, bien au contraire, il est bien souvent victime.
Si le médecin généraliste a cette vision de la maladie, il ne comprendra pas la souffrance de son patient et pourra avoir même une méfiance. Non, une personne souffrant de schizophrénie n'est pas dangereuse, malgré les violences médiatisées. Je rappelle que 1% de la population française est atteinte de schizophrénie. Un autre préjugé qui nous fait énormément souffrir en tant que schizophrènes est le manque d'espoir sur notre situation. Il existe de nouvelles notions, comme le rétablissement. Une guérison de la schizophrénie peut arriver par certains d'entre nous, mais d'autres se disent rétablis. Le rétablissement, qui ferait aussi partie de la sensibilisation des médecins généralistes, est une grande source d'espoir pour nous, les patients. La guérison, pour moi, serait un arrêt total de mes médicaments et un retour à une vie sans symptômes. Ayant fait une nouvelle décompensation par manque d'observance, il est clair que je ne serai jamais guéri. Soit je suis rétabli. C'est-à-dire que j'ai une qualité de vie qui pourrait être meilleure et qui me convient tout de même. Aujourd'hui, je travaille et m'apprête à occuper un logement individuel à 40 ans. Je pense que si vous m'aviez vu il y a une dizaine d'années, vous n'auriez pas parié sur ce retour à une vie normale. La schizophrénie n'est pas une fatalité. Les préjugés nuisent à l'espoir. Si nos soignants, quels qu'ils soient, perdent leur espoir en notre avenir, alors nous, les patients, n'aurons plus personne sur qui nous appuyer. Une vie est possible, même après plusieurs décompensations, qu'elles soient schizophréniques ou autres. Pensez-vous que les médecins généralistes sont suffisamment formés sur la notion du rétablissement, docteur? Alors, je pense qu'on a répondu. Non, manifestement, non. Et pourtant, c'est vraiment l'espoir. C'est vraiment l'espoir. Comment vivre avec? Puisque la question ne se pose que pour les maladies chroniques, puisque si on a une maladie aiguë, là, on parle de guérison. Hein. On se casse une jambe, on va cicatriser, on va mettre quoi, 4 semaines, 5 semaines. Maladie chronique, on vit avec. Hein. Le diabète, c'est pareil. Et donc, on peut parler maintenant, parce que c'est vrai, on a des patients qui sont concédés, qui sont rétablis. Donc après, c'est une question de mots, une question d'acceptation. On peut parler de rétablissement quand on a un travail qui correspond à ce qu'on a envie de faire. C'est qu'il faut être, quand on a éventuellement une famille, quand on a réalisé toutes les projets qu'on avait mis en avant, des projets rationnels, raisonnables, qui tiennent compte du handicap. Et là, on peut avoir une vie bonne. La santé, d'ailleurs, on a dit, la santé n'est pas que la santé physique. Donc ça, c'est un objectif qui peut être atteint. Et effectivement, cette notion de rétablissement, si vous en parlez, tout le monde va dire comme M. Jourdain, oui, bien sûr, mais sans savoir qu'il y a des stades, sans savoir qu'il y a des formations, encore une fois, et puis il y a des outils que tout le monde ne fait pas, du rétablissement qu'il veut. Et le risque aussi du rétablissement, ce que je vous disais tout à l'heure en aparté, c'est j'ai un patient qui souhaite changer de médecin traitant. Je le soigne depuis très longtemps, il est schizophrène, il est rétabli. Mais maintenant, quand il me voit, il dit « Oui, mais vous me voyez comme un schizophrène. Donc, j'aimerais bien voir maintenant quelqu'un. Je ne parlerai plus du tout de ma schizophrénie. Et puis, donc, il me verra comme quelqu'un de normal. » Donc, alors, moi, je lui dis « Ok, tout à fait ok. » Mais en même temps, c'est un pari. C'est-à-dire que le médecin qui va voir le patient comme normal, en même temps, il ne va peut-être pas être vigilant sur est-ce que vous prenez votre traitement, est-ce que vous avez… Et le risque, c'est la rechute. Le risque en coupant les ponts, c'est la rechute. Et c'est une tentation, effectivement. Quand vous êtes suivi par un médecin qui, vous savez, qui vous a mis une étiquette, qui connaît, qui vous met tout le temps quelque part avec votre maladie, ben, la maladie devient vraiment un poids, on en a ras-le-bol. On a eu la même chose au niveau des groupes de TP. Au début, quand on a mis le TP, les gens nous ont dit, l'éducation thérapeutique, pour ceux qui ne connaissent pas, ah oui, écoutez, on ne va pas venir pendant 12 semaines parler de notre maladie parce qu'on a envie de parler d'autre chose. Pendant 12 semaines, on va parler de notre maladie, ce n'est pas très fun. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin des 12 semaines, les gens, au contraire, étaient contents, étaient presque tristes que le groupe s'arrête. Parce que ce n'était pas ça du tout, parler de la maladie, ce n'est pas du tout être en train de se plaindre, en train de ruminer. C'est au contraire très important, ça fait partie de l'empowerment dont je n'ai pas parlé. C'est-à-dire qu'on apprend aussi à se débrouiller un peu tout seul et à être maître de notre destin et de notre établissement finalement. Voilà. C'est ça le but de l'ETP pour moi en tout cas. Et l'ETP qui mène, l'ETP n'est pas un soin, c'est un grand débat avec Philippe Ringot,
qui nous écoutent peut-être là en ce moment, si le TP est un soin, moi je pense que c'est vraiment une modalité du soin, c'est-à-dire que ça met les gens sur la voie. C'est-à-dire, voilà, ça existe, la remédiation cognitive, c'est important, ça existe pour parler des troubles de la cognition. Très peu de médecins savent ce que c'est que la remédiation cognitive. Les TCC, on en parle, très peu de médecins savent ce que c'est que les TCC, quel but, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et puis, on a encore aussi, on n'a peut-être pas encore assez de psychologues. L'accès aux psychologues, c'est difficile parce que vous savez qu'ils ne sont pas considérés comme des acteurs de soins à part entière, donc ils sont les honoraires, enfin, il n'y a pas de convention avec la CPAM, donc ce n'est pas pris en charge. Donc en dehors d'une institution, si vous ne payez pas vous-même, tout le monde n'a pas les moyens d'aller. Et surtout en schizophrénie, vous n'avez plus d'emploi, vous avez. On n'a pas parlé du médico-social, mais au niveau social, c'est souvent le risque, c'est la précarité, s'il n'y a pas des parents derrière, etc. Donc aller se mettre une psychothérapie toutes les semaines qui pourrait être utile, qui est coûteuse, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, c'est là où nous, à l'URPS, on est en train de vraiment travailler là-dessus. Il faut vraiment qu'on soit aidé par les ARS pour promouvoir l'éducation thérapeutique, enfin, les rétablissements, la psychoéducation aussi, sur le territoire des Hauts-de-France, vu la pénurie de psychiatres. Il n'y a pas assez de psychiatres, et puis on veut désengorger les hôpitaux, puis tout le monde, vous n'avez pas passé, les patients n'ont pas passé leur vie à l'hôpital, ce n'est pas le but. On a connu Armentières, ce qui était des villes dans la ville, c'est fini. Justement, à ce sujet-là, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des territoires qui sont oubliés de la psychiatrie dans notre région? Je pense que ce n'est pas oublié, c'est-à-dire tout est couvert. Mais après, ce qui se passe, c'est indirect, c'est-à-dire c'est les délais. C'est le délai pour avoir un… Donc, effectivement, on va dire non, il y a un psychiatre, mais les délais sont très longs pour avoir un rendez-vous. Et donc, souvent, heureusement, à Lille, on a le centre d'accueil et de crise qui permet de recevoir tout de suite, 24 heures sur 24. Mais je ne sais pas si ça existe partout. Toi, tu es mieux placé. Je sais pas si Il y a le CP2A qui est sur Lille, par exemple, le centre psychiatrique. Oui, mais à Lille, oui, mais est-ce que je ne sais pas, sur les Hauts-de-France, il y a un cas un peu partout. C'est un peu partout, oui. Donc, mais encore faut-il que le médecin soit au courant pour aiguiller son patient, en lui donnant… Qui a un réseau. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des idées suicidaires, on a fait des études sur le suicide, on montre que, je n'ai plus les chiffres, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est presque 80% des patients qui sont suicidés ont vu un spécialiste, enfin vu un professionnel de santé dans la semaine qui précédait le suicide. Donc à vérifier les chiffres. Mais ça veut dire que on a laissé passer quelque part quelque chose, une alerte. Et si on peut dire, là vous avez le programme Vigilance qui envoie des cartes postales après coup, si on peut faire l'inverse, c'est-à-dire avant, la parole juste au dernier moment. Écoutez, si jamais ça ne va pas, on se redonne un rendez-vous, bien, c'est peut-être ce que va retenir la personne justement avant de passer à l'acte, au lieu d'avoir une pensée en disant de toute façon tout le monde s'en fout, je vois bien que j'en mette le monde, j'ai pu… Donc avoir des outils, des ressources, et vous parlez de l'empowerment, pour aller vers l'empowerment, il faut qu'il y ait une équipe autour qui soit et qui parle la même langue, une espèce de… C'est le gros mot d'acculturation, mais c'est important qu'on parle tous la même langue. J'ai une dernière question, peut-être un peu indiscrète. Est-ce que vous vous sentez seul face au handicap psychique de vos patients? Alors non, parce que non, et c'est vrai, moi je voudrais faire la promotion. Malheureusement, on est dans une heure où les généralistes sont en train de bosser, donc ils ne nous écoutent pas. Mais au contraire, je pense que ces formations peuvent même améliorer le risque de burn-out des médecins. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est politiquement savoir… Il n'y a rien de pire que de dire moi, le psychique, ce n'est pas mon truc, écoutez, je ne fais rien pour vous. Il y aura une culpabilité qui va être générée par ce type de comportement. Écoutez, je vois bien, écoutez, je n'arrive pas à vous soigner parce que je ne comprends rien à votre maladie.
je ne suis pas psychiatre, ce n'est pas marqué psychiatre. Tandis que si vous avez un minimum de compétences, et c'est vraiment pas très compliqué, hein, c'est pas devenir psychiatre, hein, c'est pas le but, c'est pas de réapprendre le Vidal avec toutes les différents thérapeutiques, c'est vraiment être capable de qu'est-ce qu'on fait devant un diagnostic, apprendre déjà à distinguer l'être de la maladie, hein, ne pas dire vous êtes schizophrène, vous êtes bipolaire, vous êtes, mais vous souffrez d'eux, hein, remettre ça au niveau du handicap. Ça permet vraiment, on a vraiment le sentiment, la personne sort mieux, il y a une espèce de relation qui se fait, et là, c'est valorisant. Et même, on parle, c'est du burn-out, hein, je parlais de... c'est une pathologie qui a touché essentiellement les médecins hein, au début, puisque une maladie qui était décrite chez les médecins, qui s'occupaient de toxicomanes dans les années 80 aux États-Unis. Hein, donc, c'était vraiment... Après, ça s'est généralisé au monde du travail en général. Mais si les médecins avaient une formation de rétablissement, il y aurait peut-être moins de burn-out aussi chez les médecins. Sans parler de moyens supplémentaires, on est tous en train de crier pour avoir de l'argent, des moyens, mais il était même montré que dans les pays qui ont des faibles revenus, l'éducation thérapeutique, enfin, l'approche du rétablissement était moins coûteuse que quelque part que le traitement uniquement médicamenteux, etc. Parce que rompre l'isolement, travailler des équipes qui cherchent à rompre l'isolement, les associations, les GEM, enfin tous les clubs, les entendeurs de voix, enfin toutes ces solutions ne coûtent pas cher. En fait, vous allez me dire, vous n'êtes pas payé. Donc il faudra manifester, prochaine manifestation. Là, il y a beaucoup de monde hein, dans les manifestations. Mais ce n'est pas forcément coûteux politiquement. C'est vrai que les politiques peuvent nous entendre, parce que là, je ne sais pas comment on va sortir de cette crise. Hein. Tout le monde demande des sous, etc. Parce qu'on voit bien les difficultés, mais je pense que ça ne se réglera pas uniquement avec des sous. Il faut vraiment un peu du bon sens, hein, c'est-à-dire, et avec des usagers comme vous qui intervenez, et puis avec vraiment, nous on aimerait bien, par exemple, savoir, le médecin, que faire quand ça déconne, quand on est en face d'un patient qui a des symptômes positifs. On a eu beaucoup d'échos négatifs. Oui, il m'a interné, salopard. Il m'a hospitalisé de force. En fait, quand on regarde ce problème-là, ce qu'on disait le mardi, vous êtes le reflet de notre état psychique, finalement. Si on refuse notre état psychique, on refuse la relation avec vous. Voilà. Je pense que et du coup, vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est là, ça serait bien que les usagers écrivent de leur expérience. Parce que là, on a pour l'instant plutôt un mouvement un peu contestataire, anti-psychiatrie, c'est pas l'anti-psychiatrie, mais en train de dire ras-le-bol de cette psychiatrie qui veut nous formater, hein, qui veut nous il existe même des mouvements comme Recovery in the Bin, hein, je vous ai entendu parler, c'est minoritaire, hein, mais qui existe quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, non, laissez-nous, on veut être des SDF, on ne veut pas avoir de... Tony Negri avait repris par rapport au livre que je citais de Bartleby, c'était quelque part comme si le handicap psychique était l'indicisation d'une espèce de notre société qui déconne. Mais c'est du coup oublier qu'il y a derrière une grande souffrance. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous étiez des militants, je veux bien, mais oui, mais il faut vous enlever quand même la souffrance. Je pense qu'il y a des gens qui sont militants, des gens qui souffrent moins peut-être. Ou peut-être qui ont fait de leur souffrance une force et le retrouvent en militant. Voilà, c'est ça. Là, ça dépasse notre cadre actuel. Fait, oui. Mais là, on ouvre des pistes. Mais c'est aussi intéressant. Et peut-être que dans les gens qui nous écoutent, il y a peut-être quelqu'un qui va reprendre après le flambeau. Tout à fait. Voilà. Vous avez... On a fini. D'accord, excusez-moi. En tout cas, un grand merci pour votre intervention. Alors, je rebondis par rapport justement à la formation de médecin généraliste. Et justement, est-ce qu'avec l'EAPS, comment vous avez pensé justement faire ce travail de sensibilisation auprès des médecins généralistes? Alors, on a fait une demande à l'ARS. Hein, oui. Pour l'instant, elle n'a pas été entendue. On est en train de faire un projet avec la Fondation de France. On essaie d'avoir des subventions pour attirer, et j'espère que peut-être que l'ARS reviendra sur sa décision avec, dans la mesure où
la thématique santé mentale, tout le monde le dit, c'est la thématique au niveau mortalité des années à venir. Un taux de suicide, c'est insupportable. Et je veux dire, les conséquences du suicide au niveau économique, c'est énorme. C'est pas, tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui ne va pas bien. Et d'ailleurs, quand on s'occupe un peu de santé mentale, on a des coups de téléphone de plein de monde. Tu ne peux pas t'occuper, tu ne peux pas prendre en charge. Le point de l'addiction, vous en avez parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que ces troubles dits négatifs ont des substrats neuroanatomiques, la dopamine, la sérotonine, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des substances chimiques qui sont également mobilisées par les drogues. Et c'est pour ça qu'il est fréquent d'avoir des patients qui vont s'auto-traiter et se trouver mieux en fumant du cannabis, en prenant de l'héroïne, en prenant de certaines drogues, en fait, et qui, du coup, se retrouvent marginalisés parce que surtout dans des milieux délinquants. Et on va parfois en voir arriver dans les services après un passage en prison, après un passage de violence, après une action délictueuse, parce qu'ils auront pris un traitement qui les aura soulagés à un moment donné. Au même titre que l'alcool, le tabac, j'en parle pas. Enfin bon. Donc, c'est vraiment faire. C'est vrai que je me mets à la place de l'ARS. Il y a plein de. Tout le monde est là. Là, j'entendais hier, c'était la campagne sur l'endométriose. Enfin bon, il y a vraiment des préventions dans tous les sens. Donc, à chaque fois, il y a une demande de subvention, il y a une demande des personnes âgées, les enfants, la pédopsie. Mais la santé mentale, globalement, elle nécessite vraiment une attention. Et il faut se doter des nouveaux outils, rompre un peu avec une psychiatrie qui était passée, la psychiatrie du sujet, enfin, bon, qui va parler de papa-maman, du contexte familial, etc. Il faut vraiment aller avec, vous parlez de la neurocognition, avec les nouvelles techniques qui existent et qui en plus ont fait leurs preuves. Pour ça, le Canada est très en avance. En plus, le Canada, l'avantage, c'est qu'il publie en français. Les États-Unis aussi, parce qu'ils n'ont pas de système économique comme nous qui prennent en charge les soins. Donc les gens sont obligés de se débrouiller. S'ils ne se débrouillent pas, ils meurent. De toute façon, on l'a vu avec la Covid. Vous perdez votre travail, vous n'avez plus d'assurance, vous ne pouvez plus vous soigner. Donc ça va très vite, vous vous retrouvez dans votre voiture à dormir. Et puis après, s'il fait froid, c'est vite réglé. Donc ils ont été obligés de trouver de l'énergie ailleurs et trouver du travail. Quand on est schizophrène, il faut trouver des solutions compatibles. Et puis au niveau familial aussi, comment avoir une vie de famille, comment pouvoir, pour éviter la stigmatisation. Ah, ton papa est schizophrène. Oh, ton papa est schizophrène. Il faut arrêter ça. Mais là, on a du travail. Je crois que, et ceci dit, ce travail ne doit pas nous faire peur. Et on est peut-être avec ce que vous faites au CREPSI, ce travail formidable de lien, des réunions, puis le travail que vous faites, qui ferait être valorisé aussi, que vous soyez aussi reconnu en tant qu'expert usager, etc., pour que ça ne soit pas du gratuit à chaque fois. Parce qu'il y a vraiment, vous apportez vraiment quelque chose d'important qui est l'ordre de la recherche, parce que c'est de l'expérience du vécu intérieur. Alors que jusqu'à présent, on a beaucoup de gens qui écrivent, peut-être bouquins très intelligents, mais ce sont des universitaires qui n'ont jamais vécu le moindre... Si, peut-être quand ils ont eu la page blanche, quand ils ont qu'est-ce que je vais écrire, alors peut-être qu'à un moment donné, ils ont peut-être pu avoir un peu un sentiment de ce que c'est que le vide existentiel quand on n'arrive pas à écrire, ou quand on trouve que ce qu'on écrit est nul, ou quand quelqu'un oublie et puis il dit mais c'est nul et c'est bizarre ce que tu as écrit, on ne comprend rien, tu pars dans tous les sens. Mais alors, au niveau des généralistes, je pense que en général, les médecins sont proches des gens, donc ça sera le public le moins difficile à convaincre. Et après aussi, sensibiliser les spécialistes. Quand vous allez... moi, je n'ai pas de problème avec mes jeunes cardiologues, mais quand j'adresse un patient qui est schizophrène pour un examen cardio, le gros risque, c'est de ne pas aller au rendez-vous. Et là, du coup, c'est la fois suivante, mais écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, mais je vous ai attendu. Et c'est là où une approche de la santé mentale par les spécialistes peut être aussi... pas hésiter à ce que la secrétaire m'en rappelle en disant, écoutez, je vous rappelle que vous avez rendez-vous. Parler de la procrastination,
quelqu'un qui doit se faire opérer, qui procrastine, qui peut très bien avoir très peur la veille, il va annuler une intervention. S'il n'y a pas quelqu'un de bienveillant qui l'appelle en disant écoutez, c'est important, venez, vous verrez, ça fera pas mal, on vous attend. Ça peut lever des... Mais ça, encore une fois, il faut qu'il y ait une culture commune. Voilà, je vais peut-être reparler encore Merci une fois. beaucoup. Bon, non, mais je pense que, enfin, en tout cas, au niveau des commentaires, voilà, beaucoup disent que c'est très intéressant. Et j'ai même voulu dire ce qui est écrit. Voilà, c'est que c'est un bel exemple de partenariat et comment un généraliste peut être un précieux maillon de première ligne. Ah ben merci. Merci pour nous. Voilà. Pour les... Donc, en tout cas, comment dire, pour rebondir un peu ce que vous avez dit, je pense que c'est effectivement un travail aussi de collaboration de plusieurs, à la fois d'Éric en tant qu'usager, médecin généraliste, et effectivement aussi médecin spécialiste, la famille, etc., pour pouvoir, effectivement, comme vous dites, pour aller avancer ensemble. Bien, alors il y a des questions que je voudrais, donc c'est beaucoup plus précise au niveau de la demande. Alors, les médecins généralistes peuvent-ils prescrire des neuroleptiques? Oui, on peut tout prescrire. Moi, j'étais formé à un moment donné, c'était professeur Parquet, je peux le citer, maintenant il y a prescription, mais il nous avait engueulé en disant vous mettez trop de tranquillisants, mettez des antidépresseurs. Donc on n'a pas arrêté de mettre des antidépresseurs aux grandes dames des psychiatres, parce que vous savez que dans la bipolarité, par exemple, ça peut être une catastrophe. Donc on avait les laboratoires qui venaient nous voir, on mettait, et puis le laboratoire après on trouvait des médicaments qui marchaient sur tout. Vous vous occupez plus du diagnostic docteur. Si vous avez un doute, là, je ne vais pas vous dire les noms, mais vous mettez ça, ça marche dans tout. Parce que ça marche sur la sérotonine, sur la dopamine, sur l'adrénaline, sur la noradrénaline, etc. Et on y allait. Puis alors, c'était simple, parce qu'on s'était fait notre diagnostic et tout de suite, on avait un traitement. Mais ça, il faut arrêter. C'est que la prise en charge, elle est effectivement complexe. Et le traitement, vous l'avez dit tout à l'heure, ne traite qu'une partie des symptômes positifs. On n'a pas beaucoup d'accès sur le côté invisible, qui est peut-être le plus pénible de la souffrance. Parce que symptômes positifs, ça, entre guillemets, ça fait chier l'entourage. Mais ce n'est pas sûr que ça perturbe vraiment. Si après, peut-être, mais sur le moment, au contraire, c'est peut-être même un moment de joie, d'exaltation. Avec les symptômes négatifs, ce qui est vécu, Vincent Desmassiers qui parlait de son vécu, je donne son nom parce qu'il est connu, et puis son souvenir quand même, il disait je ne disais plus au psychiatre que j'entendais voir parce qu'à chaque fois ils m'ont monté mon traitement. Parce que le but c'était de ne plus entendre de voix. Or maintenant, le problème c'est pas les voix, c'est bien vivre avec des voix. Enfin. Donc les médecins traitants peuvent tout mettre, sauf certains médicaments dans certains contextes très précis où il n'y a effectivement pas d'autorisation de mise sur le marché avant que ce soit... La première prescription, c'est un spécialiste qui... Mais je ne crois pas que ça existe en psychiatrie. Donc en psychiatrie, on peut tout faire. Bon, à part l'Eponex, normalement... C'est ça, l'Eponex, il y a quand même... Voilà. Alors, il y a une autre question. Alors, je pense que ça revient, probablement, vous nous direz, par rapport au secret. Est-ce que le médecin traitant d'un nouveau patient qui prend un traitement antipsychotique sous contrainte contacte le CMP pour connaître un peu mieux son patient et avoir des informations sur son état de santé? Alors, c'est tout à fait possible, mais c'est le parcours du combattant. Vous tombez sur un numéro de téléphone qui sonne très longtemps. L'interne n'est pas là, ou c'est pas là, rappelez. Bon, c'est compliqué. Mais sinon, on peut le faire. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, c'est l'importance de la lettre. Oui. Et une lettre qui ne doit pas faire 50 pages, comme je vois trop souvent avec. Par contre, ce qu'on appelle la PEC, la prise en charge, bien que je vous ai dit sur ce mot prise en charge, j'aime pas, parce que mais qu'est-ce qu'on fait dans telle situation? Pourquoi tel traitement a été pris, etc. Est-ce que le traitement est compatible avec les autres traitements? Parce qu'il y a certains psychiatres qui disent écoutez, je vous donne ça, mais parlez-en à votre médecin, il va voir si c'est compatible. C'est mieux que ce soit l'inverse, que le psychiatre puisse dire vous avez tel traitement qui reste, qui fait que c'est incompatible. Parce que sinon, nous, ça s'allume. Maintenant, on fait tout
façon électronique, donc on a des interactions, donc tout s'allume en rouge. Qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas. Et chez le pharmacien, ça va bisser. Donc le pharmacien va après nous appeler. Vous avez vu là ah non, non, écoutez, c'est le psychiatre qui a dit. Alors, donc évidemment, dans la même démarche, le dossier médical partagé pourrait-il faciliter les échanges entre le médecin traitant et le psychiatre? Alors oui, en sachant que c'est un peu l'arlésienne, hein, ce DMP, parce qu'il faut l'alimenter. C'est du temps. Encore une fois, c'est le problème du temps. Pour l'instant, il n'y a pas de rémunération spécifique. Ça a été un projet qui n'a pas été pensé au départ. Mais sinon, oui, ça serait l'idéal. Effectivement, il faudrait qu'on ait des logiciels tous compatibles. Il y a beaucoup de logiciels. Donc, peut-être avec l'avenir, et surtout si effectivement la caisse met des moyens en disant c'est un temps de travail pour le médecin. Donc, il faut reconnaître ce temps-là et non pas à la fin d'une consultation. Moi, je l'ai fait, j'en ai fait un, j'ai mis 20 minutes pour renseigner le DMP, faire un DMP. Donc, en plus de la consultation, c'est pas possible. Ça fait, et sinon, oui. Ça fait. Alors, je reviens sur la formation qu'on a parlé tout à l'heure. S'il y a une question sur voilà, pour M. Cornouille, le médecin Jarès peut-il expliquer comment il s'est formé en santé mentale? Moi, je dois m'expliquer. Oui. Alors, moi, c'était sur le terrain, parce que j'ai fait... en fait, je suis rentré il y a 10 ans à l'ESM de la MGN, du groupe MGN, près de Paris, et un peu plus de 10 ans d'ailleurs, comme médecin généraliste, somaticien. Je m'occupais des... Et à un moment donné, il y a eu une opportunité de faire de l'éducation thérapeutique. Donc, je me suis formé à l'éducation thérapeutique. Donc, j'ai fait un DU à Amiens. Donc, c'était l'éducation thérapeutique en général, parce que j'étais formé par un endocrinologue. Donc, c'était... Et après, par contre, on a eu d'ailleurs la chance d'avoir l'appui très vite là de l'ARS, avec Madame Lehuc qui a soutenu quand même le projet d'éducation thérapeutique en schizophrénie. Et on a eu un programme qui a été reconnu et agréé en 2012 et qui a pu tourner rapidement. Et là, on a un peu essuyé les plâtres parce qu'on avait fait des programmes très lourds, très exhaustifs, avec la maladie, toutes les définitions, le DSM. Donc, on avait les patients qui étaient là devant nous, bon, qui s'accrochaient, mais même nous, on avait déjà du mal à s'accrocher à nos... Donc, très vite, avec le temps, on s'est vraiment... c'était work in progress, je dis avec l'anglais que je connais. C'était vraiment avec le temps. Et donc, on a été formé par les patients, par les usagers, par l'équipe aussi qui était pluriprofessionnelle. On faisait intervenir des experts, etc. Et donc, on parlait de chef d'orchestre tout à l'heure, mais on a un peu appris la musique sur le terrain. Alors maintenant, je ne sais pas comment sont faites les formations, mais je pense que ça doit être plus comme ça parce que les formations qu'on avait en ETP étaient ETP classiques. Et avant, quand j'étais formé, le handicap psychique était exclu de l'éducation thérapeutique. C'était malheureux. Hein. C'était quelqu'un qui avait un handicap psychique, ne pouvait pas faire un programme diabète si tu es diabétique, parce qu'on avait tellement peur qu'il fasse exploser le groupe. Et oui, mais qu'est-ce qu'on fait si d'un seul coup il délire? Donc, au moment du bilan éducatif partagé, dès qu'il y avait un handicap psychique, c'était un motif d'exclusion. C'était il y a donc un moment. Hein. Maintenant, je vous rassure, c'est plus comme ça. Donc, quand même, les choses évoluent. Mais pour dire qu'il y a encore certaines équipes qui ont peur en disant oui, mais surtout avec la bipolarité. C'est surtout la bipolarité qui fait peur parce que dans les états maniaques, on peut avoir quelqu'un qui va s'en prendre. Donc, on a vraiment appris. La formation, ça a été l'auto-formation. Puis après, les lectures qui vont avec, hein, les congrès, les colloques. J'étais au colloque sur le handicap. J'ai assisté à la venue de Ron Coleman qui était venu faire un exposé. C'est quelqu'un qui est psychotique, qui est schizophrène écossais et qui a fait une intervention il y a quelques années déjà à Lille. C'était Roland qui l'avait fait venir en fait. Et bon, qui était très brillant parce qu'il parlait en anglais, était traduit. Et il était très agité parce qu'il disait j'entends mes voix là en même temps que je vous parle. Et après, il s'isolait dans une salle et il s'engueulait, enfin, il engueulait ses voix. Vous auriez pu me laisser tranquille pendant que je parlais, etc. Mais il disait que c'est un bon moyen, ça avait un effet de catharsis, ils géraient.
Et j'irais pendant. Et l'auditoire, il y avait plus d'une centaine de personnes, silence complet. Hein. Les gens ne dormaient pas, ils écoutaient, ils buvaient ses paroles. Parce qu'on avait vraiment un usager qui était. Ah oui, bah oui. C'est fort, voilà, le témoignage. Voilà. Et donc, des gens comme ça qui ont été un peu des messagers. Après, il faut savoir le faire et il faut savoir tenir. Hein. C'est là où le handicap psychique peut être perturbant parce que le moment, si vous levez, non, je ne vais pas y aller. Le trac, si vous voulez, fait que ça peut paralyser complètement ou donner des symptômes qui font qu'au dernier moment, vous n'êtes pas là. Donc, quand vous avez réuni du monde, c'était du temps. On faisait encore des colloques des gens. Hein. Je ne sais pas si ça va reprendre, j'espère. J'espère. Oui. En tout cas, un grand merci à vous d'être effectivement porteur aussi de ce. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est obligé de garder le masque. Hein. Je dis ça pour les gens qui nous voient, mais on doit respecter malgré tout. Et c'est pas évident. J'espère que le son n'aura pas été trop mauvais du fait de nos masques. A priori, je pense que tout nous entend bien. Alors, je continue dans les questions. Il y a aussi des questions très précises. Hein. Un homme âgé de plus de 70 ans avec un trouble psychiatrique, je suppose, est-il réellement en mesure de s'occuper de son épouse, elle-même totalement dépendante avec une maladie neurodégénérative, sans la mettre en danger? Alors, c'est une question qui s'est posée à moi, hein, parce que j'avais un couple d'Alzheimer qui ne voulait absolument pas entendre parler de maison de retraite, qui s'est fâché avec leur fils unique, parce que le père le traitait de tous les noms, et le fils, du coup, ne connaissant pas, a traité son père. Donc, il s'est retrouvé tout seul. On a fait intervenir tout ce qu'on a pu comme aide, les infirmières libérales vraiment très, très dévouées, venir distribuer les médicaments, etc. Donc, là, le rôle du médecin traitant, il est possible hein, pour éviter avec quelqu'un qui menaçait régulièrement de se suicider. Donc, il appelait, il avait le numéro de téléphone de l'aide-soignant qui venait en courant. Il dit, mais non, ça m'a passé, etc. Donc, une espèce d'épuisement, parce qu'on connaît Pierre et le loup, en fait. C'est la force et on se dit comment on fait, mais on n'a pas d'autres moyens, parce que faut savoir que les maisons de retraite, c'est cher, et que je commence à voir des personnes âgées qui quittent les maisons de retraite pour retrouver leur petit logement. Ils n'ont plus les moyens d'aller en maison de retraite. Donc c'est vrai que c'est important cette histoire de prise en charge de santé mentale, parce qu'il y a plein d'aspects sociaux, économiques. Pareil, les gens qu'on voit déambuler, la dame qu'on voit déambuler qui s'est perdue. On a une patiente qui était bipolaire qui nous avait dit elle s'est retrouvée à Londres en pyjama. Alors, pareil qu'à Londres en pyjama, ça ne choque pas. C'est qu'il y a une espèce de. Mais quand elle a pris le taxi, elle s'est effondrée. C'est le chauffeur de taxi qui a tout fait pour qu'elle soit rapatriée. Mais elle avait vidé son compte en banque, elle avait pris un billet pour un Eurostar, et puis elle s'est retrouvée une dame âgée, en fait. Et on en voit comme ça qui sont perdus. Le problème de la conduite automobile. À quel moment quelqu'un va lui dire, écoutez, il faut arrêter de conduire. Et là, la justice ne nous aide pas, parce que la justice va être sur des faits. Vous savez que le psychisme, je crois, je m'aventure peut-être sur un terrain que je ne connais pas assez, mais ça n'existe pas. Vous êtes un citoyen comme un autre. Après, il y a les faits. Donc, c'est très compliqué d'enlever le permis de force de quelqu'un. On est d'ailleurs dans les quality rights maintenant. Donc, c'est très bien pour les usagers. Mais en même temps, ça paralyse beaucoup d'actions de prévention, en fait. De quel droit, moi, je vais enlever ton permis de conduire ou ta voiture? Parce que même sans permis, tu pourrais conduire. De quel droit je pourrais me permettre, sous prétexte que je trouve que j'ai fait un diagnostic de... Puis après, il faut voir les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est tout le problème du médico-social avec le problème du secret médical, on en parlait tout à l'heure. Donc, on est obligé de gérer vraiment au jour le jour, avec du stress, en espérant qu'il n'y ait pas de catastrophe. Il suffit d'une fois. Et il suffit d'une fois. Puis après, bon, ça sert bien sûr les reproches. Le médecin n'y a rien fait, pourtant on lui a dit, etc. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les pathologies complexes. Donc, il y avait au début
un système qui avait été mis au point par la loi, qui était donc des plateformes qui étaient censées régler les cas complexes. Maintenant, c'est devenu les DAC, mais elles sont souvent elles-mêmes saturées. On a souvent des gens derrière qui sont épuisés parce un patient comme ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Qui doit s'occuper de sa femme. Enfin, si en plus, on ne peut pas compter sur une famille. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais le rôle des aidants est énorme et les aidants sont aussi sont dans des situations d'épuisement. Et parfois, même le médecin ne soigne pas l'usager qui souffre de la pathologie, mais il soigne l'aidant. Et c'est compliqué, parce qu'il ne peut pas avoir de renseignements, parce que là, le secret médical, enfin... Donc, on rentre très vite dans des situations complexes, très complexes. Du coup, je n'ai pas répondu à la question, mais parce que c'est complexe. Alors justement, effectivement, donc quelque part, le médecin généraliste peut aussi l'impression d'être très seul, en fait. Ah oui. Mais c'est vrai, s'il a une formation, en fait, avec une formation, il aura des réseaux, il aura des liens, il faut faire partie d'une communauté, il peut envoyer des mails, il peut envoyer, et comment vous faites, et donc ça va l'aider. Il aura moins le sentiment de bricoler, de prendre sur lui. C'est là le burn-out, c'est à chaque fois quand on prend sur lui. Rester 2 heures à faire la psychothérapie, alors qu'on a une salle d'attente pleine, il va s'énerver sur les patients après qui vont dire, écoutez docteur, vous pouvez prendre un peu de temps avec moi, vous avez pris 2 heures avec la personne à la fin. Donc, à chaque fois, c'est se prendre des coups. Il faut que le médecin puisse avoir lui-même une zone de confort. On insiste beaucoup en ETP sur la vulnérabilité, le stress et la zone de confort. Il faut absolument que l'usager ait une zone de confort dans laquelle il peut se ressourcer. Et idem, il faut que tous les soignants puissent avoir une zone de confort. Parce qu'un soignant qui est mal, il ne les soigne pas, en fait. Donc, le réseau, c'est aussi un temps gagné aussi pour oui, les médecins généralistes. Oui, c'est pour ça que c'est une façon de ne pas se débarrasser. Et en voyant vers des bonnes ressources. Et après, la personne est libre. Après, on garde... mais s'il y a trop, on parlait d'apragmatisme, d'allogie ou d'aboulie, faire venir une infirmière, même pour faire la toilette, même pour faire écoutez, il a 30 ans, on va quand même faire ça. Si, parce que... et ça va faire une espèce de coaching. C'est que tous les gens vont amener leur propre énergie. Puis après, ça va vite. Les gens qui ne sont pas intéressés ne font pas. Mais même des kinés, il y a des kinés qui sont plus ou moins spécialisés, qui prennent du temps, qui sont sensibilisés, des fois par même des histoires personnelles, familiales. Donc, du coup, je pense qu'il y a, au-delà de médecin généraliste, médecin spécialiste, c'est aussi sensibiliser tout corps professionnel. Ah oui. C'est d'ailleurs, je parlais tout à l'heure, on n'a pas parlé, mais qu'on parlait en off des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, ça peut être des projets de santé, de faire travailler les professionnels de santé autour de cette question de la santé mentale. D'accord. Vous pouvez expliquer un peu plus en fait, alors, les CPTS, c'est des communautés qui gèrent des territoires donnés et qui mettent en œuvre de la coordination entre les différents acteurs de santé. Kiné, infirmier, pharmacien, sage-femme, orthoptiste, orthophoniste, pédicure, podologue. J'espère que je n'en ai pas oublié, sinon j'aurais un biologiste, médecin bien sûr. J'espère que je n'en ai pas oublié parce que sinon j'aurais peut-être demain je ne vais pas citer, mais bon, je crois que j'ai cité tout le monde. Donc, travailler autour d'actions de santé publique. Donc, concernant les médecins, c'est avant tout les services d'accès aux soins, trouver un médecin traitant pour toutes les personnes d'un même territoire, et éventuellement après des actions, lutte contre la précarité. Et là, nous travaillerons dans ces coordinations que les personnes intéressées. C'est-à-dire, c'est pas le but, c'est pas de dire toute la CPTS, tous les professionnels vont faire du handicap psychique, mais certains vont faire, et du coup on pourra s'envoyer en disant si tel kiné dit moi je veux pas de psychotique dans mon on va respecter, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un dit moi je peux, voilà. Et donc il y a vraiment une filière, comme ça peut se faire dans les petits villages où tout le monde se connaît, avec
où là, même, les gens n'ont pas tellement le choix, parce que de toute façon, il n'y a qu'un kiné, ou il n'y a qu'un pharmacien. Et là, dans des grandes villes, c'est vraiment toute sa légitimité, parce que souvent, on ne se connaît pas. On peut travailler des fois des années l'un en face de l'autre, et puis on ne s'est jamais vu. Et là, c'est encore une fois l'usager gagnant-gagnant, parce qu'il sent que quand il va parler de son médecin, ou alors, attendez, là, il n'est pas bien, je l'appelle. Il y a vraiment. Et puis, il y a des outils de coordination informatique. Et tout ça, c'est financé par l'ARS et la CPM si les projets sont adoptés. Donc, il faut bien écrire les projets. Ça, c'est toute la partie un peu fastidieuse, parce que la partie administrative, il faut présenter ces projets et puis montrer à quel point les organismes financeurs peuvent y trouver un intérêt. Donc, c'est un bel outil. Alors, c'est un outil. On va voir après. C'est les usagers qui pourront dire. On va voir si on peut. Alors, on va revenir sur la très pragmatique encore. Comment amener un patient atteint d'un trouble de psy depuis plus de 40 ans à consulter alors qu'il est dans le déni complet? Éric. Je n'ai pas la prétention de répondre à ça, en fait. Mais... Est-ce qu'on parle du déni, Éric? Déni, c'est très compliqué. Est-ce que c'est une force d'essayer de se regarder en face? Est-ce que c'est une force? Est-ce que le déni est une faiblesse? Je ne sais pas. J'ai connu, moi, dans mon expérience, des situations extrêmes qui m'ont permis de ne pas être dans le déni. Mais se retrouver en face de quelqu'un qui n'accepte pas sa maladie, je ne sais pas comment faire, honnêtement. Je suis honnête. Ben, c'est vous avez tout à fait raison, parce que la réponse est là. Il y a un très beau film qui s'appelle Marguerite, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Catherine Fro, où on voit une chanteuse qui pense savoir chanter, qui chante faux, tout le monde s'en rend compte, et on voit que finalement le fait d'apprendre la vérité, c'est une catastrophe pour elle. On a le même problème avec l'alcoolisme. Combien d'alcooliques? Maintenant, je ne vais pas me soigner, c'est pour moi qui bois, etc. Donc, malheureusement, dans la maladie psychique, c'est souvent... c'est pour ça que je parlais de la prison, je parlais de la délinquance, je parlais de la violence, du suicide. Attendez, de suicide raté, parce que si c'est réussi, il n'y a plus de problème, il n'y a même plus de questions. Et quand le passage par l'hôpital, c'est là où il y a une chance éventuellement qui est donnée à l'équipe. Dire, écoutez, là, vous vous rendez compte, quand même, il y a un problème là. On vous a retrouvé dans la rue, vous avez... Mais même malgré ça, il y a des gens qui vont rester dans j'ai le droit. Bon. En tout cas, voilà, le webinaire en fait, du 16 mars 2021, on a parlé justement, vous vous souvenez effectivement des étapes de rétablissement et notamment donc... Comment? Le moratoire. Voilà, tout à fait. Vous pouvez peut-être toucher un mot parce que c'est vous qui l'avez évoqué et c'est vraiment une étape difficile. Je vais parler des 5 étapes éventuellement du rétablissement, qui est le moratoire en premier lieu, qui est une perte d'espoir et l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Ensuite, il y a la préparation, qui est en fait une période où on apprend à regrouper ses forces et ses faiblesses dans le but de faire un projet. La reconstruction, il m'en manque une. La croissance. La croissance à la fin. À la fin. La préparation, la reconstruction, c'est ça? Il y a aussi la conscience. La conscience, c'est ça qui me... Ah, voilà. La conscience, alors, je vais reprendre, excusez-moi. Le moratoire, qui est la perte d'espoir, l'incapacité de se reprojeter dans l'avenir. La conscience, où on s'aperçoit que tout n'est pas perdu. La préparation, qui est là une étape où on prépare un projet de vie en rassemblant ses faiblesses et ses qualités. La reconstruction, qui est la construction du nouveau projet de vie. Et pour finir, la croissance, qui est une étape où on devient autonome au niveau médical et au niveau de sa vie. Voilà. Oui, voilà. Donc, le moratoire est une période très douloureuse, en fait. Et savoir que, en fait, je pense que savoir ce qui est un chemin, que le rétablissement est aussi un parcours, peut aider la personne de passer du moratoire à la conscience.
C'est-à-dire de ne plus avoir l'espoir et puis se dire, mais il y a les autres qui ont un chemin de rétablissement et c'est possible. Et du coup, on passe du manque d'espoir à un espoir retrouvé. Voilà. Merci beaucoup. Et du côté du médecin, il faut savoir que ça peut être évalué par une échelle, hein, qui est la story, qui est très simple à manier. Donc, parce que c'est pas évident à repérer où en est la personne. Hein. Donc, moi, je voyais le moratoire un peu comme un état des lieux. C'est-à-dire, et faire un état des lieux, ça peut être catastrophique. Je suis vraiment, ça peut être désespérant. C'est pas vrai. Mais c'est effectivement des étapes indispensables. Parce qu'en fait, effectivement, le but, c'est quand même, derrière tout ça, c'est retrouver un peu de reconnaissance et d'être dans une société, donc d'être moins seul, vivre, retrouver donc une zone de confort, de ne pas être tellement vulnérable que rien que le fait de se lever, c'est une catastrophe. Hein. De prendre une douche, c'est une catastrophe. Enfin, tout est ouvrir un courrier. On a beaucoup de patients qui n'arrivent pas à ouvrir leur courrier. Hein, du coup, ils ont des PV, enfin, ils ont des trucs, des rappels, enfin, et puis ils restent pendant des heures, enfin, avec le courrier. Donc, ces étapes veulent dire qu'il y a effectivement un processus, et puis qui peut être mesuré grâce à des échelles d'évaluation. C'est quand même effectivement, c'est montrer que on n'est pas dans le vent. C'est quelque chose qui est construit et qui marche plus, puisqu'on l'a évalué. On sait qu'il faut donner des chiffres. Je ne sais pas, mais et qui en plus pas coûteux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être mis en place. C'est un concept. Voilà, alors, c'est vrai que la psychiatrie d'avant n'aimait pas le mot coaching, parce que le mot coaching, ça fait, oui, ça fait un peu, pour des universitaires, ça ne fait pas, quoi. Tandis que le coaching, c'est quelque chose qu'il faut renforcer, c'est-à-dire on est vraiment trouver des aides, des pairs, enfin des gens sur lesquels s'appuyer quand ça ne va pas, en fait. Alors c'est mieux quand c'est quelqu'un qui a déjà traversé ces étapes. Hein, mais ça permet aussi d'adapter les outils de soins correspondant aussi aux voilà, étapes. Et vraiment à la juste, parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Parler des symptômes négatifs, tout le monde ne va pas vivre de la même façon certains symptômes négatifs. Il y a une sensibilité différente entre chacun. Voilà. Aussi. Pour le même symptôme, la douleur n'est pas forcément la même. Voilà. Donc d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous, mais vraiment dans des périodes, mais qui s'occupe de vous dans le sens qui vous laisse quand même vous débrouiller. C'est-à-dire, c'est pas prendre en charge. C'est pas le mot prendre en charge, c'est je vais tout faire à votre place. C'est un peu comme si moi j'arrive, je fais le ménage, et puis je vous laisse dans votre lit. Hein, et puis je remets les draps, etc. Et à demain, ce qui fait. J'avais une question à vous poser. On a parlé tout à l'heure d'empowerment, donc on a des droits en tant qu'usager. A-t-on des devoirs pour vous? Moi, ça va ensemble. Ouais. C'est la notion de droit et de devoir vont ensemble. Parce que, mais ça, c'est très politique. Hein. Vous pensez? Moi, je pense que c'est une question très politique parce que la liberté, même, c'est Rousseau, hein, la liberté, c'est quelque part respecter effectivement des contraintes. Et puis, c'est un pacte où on a quand même des devoirs aussi. C'est-à-dire, on est libre à partir du moment où on est dans une espèce de respect vis-à-vis de l'autre. Donc, on a un devoir vis-à-vis de l'autre. Sinon, vis-à-vis de soi-même, alors? Et vis-à-vis de soi-même, c'est pas retour, je veux dire. Oui. C'est-à-dire que c'est le fait de s'imposer des devoirs vis-à-vis d'autrui qui fait que par retour, l'autre, s'il procède pareil, vous allez avoir un bien-être. D'accord. C'est que si vous êtes uniquement dans le... moi, j'ai droit, parce que je le vaux bien, parce que vous allez quelque part vous narcissiser, vous allez, mais vous serez heureux tout seul. Et cette solitude va renforcer à un moment donné, va être très, très pesante. Mais c'est vrai que la notion de devoir, elle est mais elle ne doit pas être instrumentalisée. C'est-à-dire que tu dois faire ceci. C'est là où c'est insupportable. C'est ça que je parlais de Bartleby tout à l'heure. C'est un roman donc, de celui qui a écrit Moby Dick, hein, Herman Melville, dans lequel, à un moment donné, c'est quelqu'un qui récupère les minutes de contrat. Avant, il n'y avait pas d'ordinateur, donc les notaires devaient tout noter à la main. Et c'était des gens qui faisaient des scribes, hein, qui faisaient le travail. Et à un moment donné, son employé modèle refuse de travailler. Il lui dit non, systématiquement. Et jusqu'à la fin du roman, c'est ça. Il y a un début, il y a une action. Et à la fin du roman, il va même, je ne vais pas vous dire la fin, parce que
Ça vous donnera peut-être envie de le lire. Oui, il faut le lire. Mais bon, il faut le lire. Et il y a ce nom qui s'impose. Et on voit que ce nom, c'est là où c'était repris politiquement par des gens comme Négri, en fait, qui étaient marxistes. Ils voyaient un peu l'opposition du capitalisme qui imposait aux salariés et à l'ouvrier. Puis à un moment donné, un ouvrier qui s'oppose avec une passivité. C'est-à-dire que, et là, le roman est bien fait parce qu'on ne sait pas finalement si ce héros, cet anti-héros, effectivement s'oppose parce que c'est une opposition politique, ou alors c'est parce que physiquement il est touché par une maladie, une mélancolie, des troubles négatifs, comme on vient de le voir, etc. Donc je pense que les devoirs s'imposent, mais c'est peut-être, je veux dire, les devoirs fondamentaux. C'est pas, je disais pas tu dois ranger ta chambre, c'est pas. Est-ce que vous pourriez parler de devoir dans la connaissance? C'est-à-dire que est-ce qu'on a le devoir de connaître sa pathologie? Est-ce qu'on a le devoir d'apprendre à quoi servent nos médicaments en tant que patient? Non, moi je mettrais ça plutôt comme, c'est pas un devoir, c'est quelque part, si vous voulez vous en sortir, je mettrais ça en termes de compétences. C'est pour ça que le TP, c'est ça. Si vous avez les compétences, vous devez réunir 3 savoirs, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir tout court. C'est là où vous devez. Je suis d'accord avec vous. Si vous voulez avoir un permis de conduire, qu'est-ce que vous devez faire? On doit apprendre à conduire. Bon, apprendre à conduire, déjà, et après, alors il y a apprendre à conduire, oui, apprendre le code, donc le savoir, et puis aussi apprendre à vous comporter, parce que vous pouvez très bien savoir très bien conduire une Formule 1, et puis il y a quand même un savoir-faire, et c'est l'ensemble des 3 qui va vous donner la capacité de conduire, la compétence pour conduire, compétence qui sera complètement inutile si jamais vous étiez dans un avion, et que dans cet avion, on vous dit le pilote il a un malaise, qui a son permis de conduire, ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc le devoir, il vient quelque part de façon automatique par rapport à la compétence. Vous voulez être à la place d'Estelle, vous voulez être psychiatre. Oui, allez-y. Vous voulez être psychiatre, votre devoir, ce sera de faire des études de médecine. Et puis, on vous demande le nom du livre et l'auteur du livre dont vous parlez. Alors, c'est Bartleby, alors, je ne sais plus, B-A-R-T-L-E-B-Y, et c'est Herman Melville, celui qui a écrit Moby Dick, écrivain américain, en fait. Melville, c'est ça. Melville, oui. C'est une petite nouvelle qu'il a écrite comme ça. Alors, après, j'ai peut-être l'orthographe, je pense que c'est ça, mais... Puis après, vous avez Marguerite aussi à voir. C'est pas plus facile à dire. Marguerite, film. Parce que Marguerite, c'est pareil, c'est difficile de mettre un diagnostic et on est interpellé. Et en même temps, on voit la souffrance, c'est pour ça que c'est très bien incarné, de quelqu'un qui pense chanter juste, parce qu'elle fait des efforts. Elle est une espèce de... Elle s'est imposée des cours, elle n'y arrive pas. Et donc, le stade de moratoire qu'on voit à la fin est catastrophique pour elle, parce que surtout quand elle entend sa voix, mais elle dit, c'est vrai que vous avez raison, parce que quand vous dites le moratoire en droit, un certain nombre de droits, c'est un état des lieux. Pour certains, cette étape-là, elle est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. C'est faire le point sur sa vie. Quand vous faites le point sur... Et là, vous avez le risque, si vous n'avez personne autour de vous, qu'est-ce que tu fous sur Terre, mais t'es qu'un grand connard, dégage. C'est vrai que cette période, elle doit être vraiment très encadrée et soutenue, en disant c'est un point de départ. Si vous n'avez pas cette étape-là, qui va suivre d'ailleurs la prise de conscience, parce que la prise de conscience, elle est inhérente au moratoire. Comment vous pouvez vous reconstruire? Il faut quelque part, je ne vais pas dire raser, parce que ce n'est pas raser. Je pense que les 2 prix Nobel d'architecture, là, sont des Français. Pas les prix Nobel, c'est un prix d'architecture. Oui, c'est un prix Pulitzer. Non, c'est pas Pulitzer, c'est un nom, enfin, c'est l'équivalent du prix Nobel d'architecture. Ce sont 2 Français qui sont très fiers, donc, parce qu'ils ont, leur truc, c'était de plus raser comme on faisait avant, mais de partir de l'ancien pour réaménager, pour prendre compte de l'existant et repartir de... Et nous, on aime bien, c'est Philippe Ringot qui m'a fait découvrir ça, c'est le kintsugi, qui est un art japonais, vous savez, avec les vases qui sont cassés, qu'on recolle avec de l'or, en fait, une espèce de colle en or, et qui fait que la cicatrice est beaucoup plus visible, en fait. Et le vase a d'autant plus de valeur
qu'il a été cassé et qu'on voit encore ces espèces de magnifiques sutures. Donc, montrer ces blessures, c'est simple le rétablissement. C'est-à-dire que regardez par où je suis passé, et ça me valorise parce que j'ai connu l'échec, j'ai touché le fond. Et dans notre culture, c'est mal vu. Aux États-Unis, quand vous mettez j'ai écroulé une boîte, on va vous embaucher plus facilement parce que celui-là, il a l'expérience. Il sait ce que c'est. En France, quand vous dites bah oui, moi j'ai fait une boîte, mais elle s'est cassée la figure au bout de 3 mois, bah, c'est qu'il est nul. Très bien. Alors, pour partir sur plein d'autres domaines, il y a une autre question, c'est que faire quand un médecin sous couvert de secret médical refuse de donner des informations nécessaires pour évaluer si l'accompagnement social peut se poursuivre ou pas en relation avec les comportements agressifs d'une personne. Alors, on peut rien. Alors, là, il faudra que tu me dises sous couvert. Je ne suis pas juriste, hein, mais a priori, le médecin, il ne peut rien faire parce que c'est secret médical. Donc, il faut passer par le patient. Et comme le patient, a priori, là, il est contre, c'est compliqué parce que c'est là l'importance du moratoire, du rétablissement, parce que là, on ne peut pas lui dire on va avoir des devoirs. Donc, il faut absolument, c'est là où il y a un rapport ensemble, voir avec, éventuellement prendre attache avec le médecin, pas l'attaquer de front parce qu'il va répondre ça, et lui dire, voilà, comment pensez-vous? Reposer la question au médecin. Voilà, nous, on pense que ça serait bien pour votre patient. On a une telle solution à lui proposer, mais on ne peut pas parce que pour l'instant, on est bloqué par le diagnostic, par des données que vous avez, et que le docteur, on veut pas, parce que on sait que vous êtes tenu par le secret médical. Donc, on ne met pas déjà, au niveau de la relation, on a mis assez de tact pour pas que ça soit. Vous voyez, c'est vous qui bloquez, à cause de vous, on ne peut pas aider ce patient. Et après, voir éventuellement, avec le Conseil de l'ordre, s'entourer des précautions. Et là, Eric pourrait peut-être nous en dire plus, parce que quand le patient après sera bien, il sera peut-être à la limite en colère vis-à-vis de ce qui aura été fait sans lui, hein, parce que l'empowerment, c'est tout ce qui se fait autour de moi et avec moi. Hein, J'en ai pour nous sans nous. Ouais, voilà. Donc, et là, on est vraiment on n'est pas dans ça. Hein. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait parler de directive anticipée? C'est que justement. Oui, mais dans ce cas que vous évoquez. Non, là, oui, mais c'est vraiment quelque chose, un travail en amont. Ah oui, oui. En parlant justement avec l'accord de la personne, ouais. Que pourrions-nous faire quand vous êtes dans un état? C'est ce qu'on dit d'ailleurs, surtout avec les bipolaires, parce que les bipolaires peuvent gérer, surtout si tu me vois comme ça, donc d'où la personne de confiance. Mais là, dans les cas le plus souvent, ça se passe progressivement et on n'a jamais ce laps de temps. Oui. Donc c'est un travail de préparation à l'avance. Et c'est là où on a souvent des ruptures de soins, parce que ça se passe mal avec le médecin. Ça dit, écoutez, moi je fais mon boulot, je dis rien. Bon. Et ça met aussi en difficulté, évidemment, tout le reste. Et c'est vrai qu'on est souvent obligé d'attendre la catastrophe pour arriver à changer la donne. Et c'est là où on aurait bien besoin, ici, par exemple, qu'il y ait un juriste. Et je pense qu'il va nous dire qu'il faut changer la loi. Vous savez que changer la loi, ce n'est pas simple. Parce qu'il faut que Eric devienne député. petit projet. Hein. Très bien. Une autre question, c'est faut-il préférer voir un psychologue non remboursé plutôt qu'un psychiatre remboursé par la CPM? Alors, franchement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le psychiatre, il fait son job. Le psychiatre, il doit essentiellement maintenant, surtout poser un diagnostic, s'assurer du diagnostic, et une fois le diagnostic posé, s'assurer du traitement, qui doit être le plus adapté possible. Et donc, il doit instaurer, encore une fois, je parle de devoir, il doit instaurer une bonne relation avec le patient, une alliance thérapeutique, qui après va être... l'alliance thérapeutique, c'est la confiance. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une confiance réciproque. Donc ça se passe vraiment de façon... alors, soit ça se passe bien ou ça se passe mal. Ça se passe mal quand, malheureusement, le psychiatre est débordé, quand il est seul, quand on n'a pas le choix, ce qui arrive encore... et quand il a éventuellement aucune notion de ce que c'est que le rétablissement. Donc, il a mis schizophrénie, c'est fichu, votre avenir est... Bon. Donc, déjà, dans l'annonce du diagnostic, il y a déjà une relation.
Et le psychologue, ce n'est pas du tout le même boulot. Le psychologue ne va pas s'occuper du diagnostic, il va s'occuper comment on fait, en fait, après. Hein. Comment vous faites pour vivre. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, on est plus proche du coaching dans ces troubles-là, puisque parler des troubles cognitifs, c'est des troubles réels. Comment je fais quand je n'arrive pas à ouvrir mon courrier? Hein, on n'est pas dans une relation de raconter la vie de sa famille, etc. Ça peut aider, hein, mais le but, c'est faut être très pragmatique. Comment je fais? J'arrive pas à me lever le matin, j'arrive pas à m'habiller, j'arrive pas à prendre ma douche, j'arrive pas Enfin, déjà, dire ça, ça veut dire le reconnaître. Hein. Oui, c'est pas évident. C'est déjà bon. Mais vraiment, des choses avec ma femme, ça se passe pas bien, avec ma mère, ça se passe pas bien, etc. Mais sur le concret, non pas sur le passé. On n'est pas dans des associations libres. De toute façon, il n'y a rien de libre. C'est une maladie d'ailleurs qui met en question la liberté, parce que on voit bien que les voix qui sont entendues, elles ne sont pas contrôlées, pas contrôlables, donc il n'y a pas de liberté du tout dans les symptômes. C'est pas une maladie, elle tombe vraiment sur la personne qui en souffre, comme ça. Hein. Donc, comment demander à quelqu'un d'associer librement, c'est quelque part le faire souffrir. Par contre, il faut déjà avoir l'expérience. C'est vrai que le psychologue doit avoir une formation lui-même par rapport à ce type de pathologies qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Ce n'est pas pareil de prendre en charge quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un. Et puis ouvrir, sortir. Moi, je dirais la principale chose pour le psychologue, sortir l'usager. J'aime pas, j'ai du mal avec le mot usager, hein, parce que je suis de l'ancienne génération. Mais sortir absolument l'usager de son isolement. Donc déjà, le fait d'aller voir un psychologue, ça le sort un peu, mais après, l'ouvrir vers les autres. Donc l'intéresser au monde extérieur, lui donner envie de parler de ce côté manque d'envie, hein, de l'apathie, hein, qui est aussi avec les phénomènes négatifs, l'absence de... On n'a plus de volonté, plus envie de rien, tout est compliqué, tout est pénible, tout est... et du coup, ça crée une espèce de souffrance que rien ne soigne, rien ne calme, qu'on ne peut même pas partager, parce qu'avec la logique, c'est même difficile de le dire en mots. Hein, donc, on ne peut même pas sentir dans l'œil de l'autre la compassion, parce que l'autre qui ne comprend pas, de toute façon, je ne comprends pas pourquoi il ne mange pas. Pourtant, je n'arrête pas de lui faire des plats, je suis une décarcasse, ça fait 10 ans que je fais tout, il m'énerve, c'est plus possible. Tête de mule comme ça, c'est comme son grand-père. Enfin, bon, et puis, bon, on est parti dans... Alors justement, parlant de psychologue, il y a une question, c'est comment choisir un psychologue avec connaissance de la schizophrénie? Alors, c'est encore une fois, c'est là où le psychiatre a un rôle très important, parce que le psychiatre peut aider. Justement, le psychiatre a son propre réseau, il sait voir éventuellement le médecin généraliste, parce que si le médecin généraliste, il a des patients qu'il a envoyés avec des bons retours, il ne faut pas faire attention, il ne faut pas écouter les étoiles de Google, hein, parce que ça, c'est pas génial. Mais vraiment, c'est encore une fois, poser la question au psychiatre, est-ce que vous connaissez... et c'est là un peu le problème après du prix, parce que je ne sais pas si c'est dans les questions, parce que si c'est payant, malheureusement, je veux dire, ça sera forcément le CMP, et là, il n'y aura pas le choix. Ce sera le psychologue du moment, et donc après, c'est un peu la loterie. Parce que le psychologue peut être très bon pour un patient, et un autre va dire, je ne supporte pas. Voilà, il y a une relation avec... il y a des échanges... donc, c'est pour ça que c'est pas simple. Et pour ça que l'idéal, ce serait, il y avait un passeport santé là qui était, enfin, Macron venait quelques bons de psycho, ce qui sera pas loin, très très peu évident, hein, parce que pour arriver à avoir ces bons, c'est toute une démarche pour les étudiants. Hein, il y avait fait ça pour les étudiants. Mais l'idéal, ce serait d'avoir comme en Allemagne. Hein, en Allemagne, les psychiatres ont des bons, enfin de 10 ou 12 psychothérapies qui peuvent. Donc le patient a droit à ça. C'est déjà pas mal, hein, une dizaine de séances de psychothérapie. Ça peut permettre justement un moratoire. Parce qu'une fois qu'on a amorcé cette étape de moratoire avec un psychothérapeute qui est formé, on peut avoir après le stade de la prise de conscience qui est beaucoup plus facile. Très bien.
Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez rajouter Non, autre chose? moi j'ai encore beaucoup parlé, mais je ne sais pas si Eric a été pas frustré. Donc Non, c'est pas à du tout. lui de parler. En tout cas, c'est très, très intéressant. C'est une journée riche en enseignements, hein, et puis intense en interaction. Et puis très active aussi, hein, via votre participation à travers donc, les questions posées. On espère que ces ressentis sont partagés par vous tous. Et puis surtout, un grand merci à vous, Eric Kieffer et Dr Cornobis. Et puis aussi vous, en tant que participants, pour votre présence nombreuse et au plaisir de vous revoir à l'occasion d'autres événements du CREPSI de Hauts-de-France. À bientôt et encore merci. Merci. Au revoir. Au revoir.